Bonjour, et ce sont les seules paroles que je peux dire à vous. Good morning. Bonjour, donc je suis ravie d'être ici. Merci de m'avoir invité. Donc je vais vous montrer quelques études sur sur la modélisation et la prédiction d'une performance olympique sur un nageur de haut niveau. Donc, on a travaillé au centre d'entraînement olympique de Magdebourg avec l'entraîneur et avant que les nageurs de haut niveau qui ont concouru ensuite aux Jeux olympiques. Donc on a fait une étude sur un nageur, une nageuse d'ailleurs. C'est une étude qui est en cours depuis 6 ans et je vais vous montrer un petit peu les résultats de notre étude. Donc le concept de base est le suivant. L'entraînement, en fait, il doit être assez individualisé à la personne. L'hypothèse de base, c'est que le transfert de l'entraînement à une sortie éventuelle dépend un petit peu de l'athlète auquel on parle. Donc, à notre avis, le paramètre de contrôle, c'est les entrées de l'apprentissage qui permettent ensuite à l'athlète d'organiser lui-même sa performance. Ce qui est important ici, c'est que ce qui est entré au niveau de l'apprentissage peut être différent tout en obtenant un même résultat. Cela dit, on peut avoir différents types d'entraînement qui arrivent au même résultat ou alors ou alors les résultats aussi peuvent être différents. Donc il est difficile de contrôler en fait la relation de cause à effet. Il n'y a pas de relation linéaire finalement mathématique. L'entraîneur essaie de copier le meilleur programme d'apprentissage et puis finalement, alors qu'avec un programme ça marchait très bien sur un athlète, tout d'un coup ça ne va plus marcher sur un autre ou même ça ne va plus marcher plus tard dans le temps sur le même athlète. Donc il n'y a pas de relation linéaire de cause à effet. Ici, c'est pour vous montrer la forme de l'athlète. Donc il y a une phase stable où il a une bonne performance. Il peut s'arrêter même de s'entraîner au village olympique pendant une semaine, ne faire qu'un petit peu d'entraînement. Il reste en bonne forme, en forme parfaite, prêt à faire la compétition. Donc c'est une performance c'est un niveau de performance que l'on recherche. Bon. The problem is I pushed the wrong button, I think. Visiblement, j'ai fait une bêtise sur le PC. So, Donc le même stimulus, normalement dans une machine arrive à un résultat. Ça, c'est l'hypothèse de base dans les modèles linéaires. Malheureusement, un athlète, ce n'est pas une mécanique. Donc, le même stimulus peut nous donner des réactions différentes, une performance différente. Et c'est parce que l'entrée modifie un petit peu finalement le système, puisque l'athlète est un système complexe, adaptif, et il évolue, et un même stimulus peut donner des résultats différents selon ce qui se passe dans le système. Donc, on peut avoir une bonne performance de concurrence en concours qui a une influence sur sur les séries de compétition les unes derrière les autres. Et il y a forcément des relations entre les résultats. Or, pendant la phase de préparation au cours des 4 semaines avant la compétition, il y a des influences. L'entraînement
aura une influence sur la performance. Et dans ces 4 dernières semaines, il y a des entraînements à charge élevée, des entraînements crash. Ça, c'est les semaines 2 et 3. La dernière semaine, les 2 dernières semaines ont réduit la charge d'entraînement. Or, ces 4 semaines d'entraînement ont forcément une incidence sur le résultat en compétition. Nous avons modélisé donc les 4 dernières semaines d'entraînement. Donc, on obtient d'abord les données d'entraînement qui nous sont données par le coach. On les catégorise. Donc, on prend d'abord les données sur la première semaine de surentraînement, la deuxième semaine donc de surentraînement où on s'entraîne avec des charges très élevées. Et les 2 dernières semaines, on a des 2 semaines donc d'entraînement d'affûtage uniquement. On a fait ça sur 6 ans. Donc la relation de base, c'est qu'il n'y a pas de linéarité entre l'entrée et la sortie. Et donc on utilise des outils mathématiques non linéaires. Donc les erreurs de modélisation sont 3 fois plus élevées quand on prend un modèle linéaire que quand on utilise ce modèle ici. Donc c'est un réseau de perceptron multicouche. Donc c'est le nom de ce modèle, c'est la perception multicouche. Donc on a 10 entrées qui représentent les charges d'entraînement à la gauche. On a une couche de neurones cachés qui donne en fait la connexion, qui nous donne ensuite le neurone en sortie. Donc on a essayé de modéliser un petit peu la connexion qui existe entre la gauche et ce qui se passe en sortie tout à fait à droite. Catégorie donc d'entraînement. Ça c'est l'entraîneur qui nous donne ces informations. Donc ça c'est d'abord un entraînement aérobique principalement en endurance. À l'aérobique. Ensuite, quand on arrive au seuil d'anaérobie, on arrive à l'intensité 2. Ensuite, on a une intensité 3. On est au-dessus du seuil d'anaérobie. Donc là, c'est de la vitesse de l'endurance. Ensuite, on a une mise en condition générale et on a aussi une semaine où on va faire principalement une musculation en force. Ça, c'est... On fait cela donc pendant les 2 semaines d'entraînement en crash, d'entraînement à charge très élevée. On le voit là, les 2 semaines l'une derrière l'autre. L'athlète est considéré comme une boîte noire. Donc c'est une boîte extrêmement sophistiquée. On ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on traite l'athlète comme une boîte noire. Donc, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'athlète. On voit en fait ce qui est en entrée et ce qui se passe en sortie. Donc, les résultats en compétition. Alors, si on met les données dans un réseau neuronal, il y a des itérations qui se font. Ici, on a 15 000 itérations. Et le réseau neuronal minimise les erreurs. Donc, il y a une réduction des erreurs d'entraînement. Les erreurs moyennes aussi baissent. Et après donc, cette itération sur 15 000 fois, on arrive à un optimum. Maintenant, il s'agit de voir si ce modèle est valide et si il peut traiter des données qui ne sont pas connues. Donc, on avait une série de 19 compétitions avant les Jeux Olympiques de Sydney, puis 7 autres compétitions avant les Jeux d'Athènes, et la 7e épreuve était la finale d'Athènes, justement, pour cette nageuse. Donc, pour un petit peu entraîner notre réseau neuronal, on a utilisé une autre donnée. On a pris 25 compétitions, par exemple. Alors, on rentre cela dans le modèle pour voir si ça marche. Et ensuite, on donne les données de la dernière phase d'entraînement
au modèle et normalement, le modèle va essayer de prédire quel est le résultat obtenu avec les dernières données entrées dans le modèle. D'un côté pratique, on a donné au coach un pronostic dans une enveloppe fermée. Donc, il est parti à Athènes par avion avec son enveloppe et sa nageuse. Et après, dans l'enveloppe, il y avait en fait les résultats de la phase d'entraînement à charge élevée. Et ensuite, il y avait la phase d'affûtage qui restait à faire à Athènes. Alors, il a ouvert quand même l'enveloppe dans l'avion pour voir un peu ce qui était normalement le pronostic de l'entraînement à charge élevée. Et il a ainsi modifié la phase d'affûtage en fonction des résultats que nous avions prédits avec notre modèle. Donc, on a essayé de modéliser le résultat obtenu par la nageuse aux Jeux Olympiques, avant bien sûr la compétition. Donc ici, voici les 19 premières compétitions avant les Jeux de Sydney. Alors, pour reprendre quelque chose qui a déjà été mentionné ce matin, le lien entre la modélisation et la simulation. Bon, aux Jeux Olympiques de Sydney, l'athlète n'a pas eu une bonne performance du tout. Donc, l'erreur en modélisation était faible, mais le pronostic, en revanche, sur les Jeux de Sydney était tout à fait erroné, puisque l'athlète n'a complètement raté sa compétition. Alors, bien sûr, l'entraîneur a dit qu'aux Jeux de Sydney, cet athlète avait eu des problèmes psychologiques, des problèmes familiaux. Bon, je crois que tout le monde pensait qu'elle allait avoir une médaille d'or. Il y avait trop de pression. Bon, mais on a aussi remarqué que sur la deuxième semaine d'entraînement à charge élevée, c'est là qu'il y avait eu une baisse de performance. C'est de là que venait sa baisse de performance. Parce que le vol pour aller en Australie, en fait, l'a empêché de s'entraîner pendant 3 jours. Et ce qui a totalement interféré avec son mode d'apprentissage. Donc, la simulation du pronostic n'était pas bonne, la nageuse n'a pas bien nagé, mais on a simulé ce qui se serait passé si l'entraînement avait été différent pour se préparer. Alors, on a vu qu'elle aurait pu gagner 1 seconde, et du coup, elle aurait eu une médaille de bronze à Sydney. Bon, ça n'a pas été le cas. Et c'est parce qu'ils ont tous dû partir ensemble dans l'avion. Elle a perdu 3 jours d'entraînement et on n'a pas pu modifier son programme d'entraînement. Alors à Sydney, notre pronostic était la modélisation marchait bien. La modélisation n'a pas eu un bon résultat ni le résultat de la compétition sur Sydney. Alors sur la base de ce modèle, on a rentré d'autres données dans le réseau neuronal, les données comprenant les 6 jeux menant au jeu d'Athènes. Et là, on voit l'erreur moyenne du modèle A pour le cycle charge élevée, cycle d'affûtage. Et vous voyez ici, il y a aussi l'écart type. Donc, la modélisation de la performance olympique, là, à Athènes, a été beaucoup plus près du résultat obtenu par la nageuse. Donc, c'était la finale du 200 mètres d'eau. Et on était à 4 dixièmes de seconde, en fait. La précision était à 4 dixièmes de seconde. Donc, après le cycle de charge élevée, on a prédit un temps de 2,0935. Après la phase d'affûtage de 11. Et la moyenne des pronostics donnés par la modélisation était de 2 minutes 10 secondes et 28 centièmes. Or, elle a nagé en 2 minutes 9 secondes 88 centièmes, équivalent point LEN 927 et non pas 918, et elle a eu la médaille de bronze.
Donc, quelles sont les implications pratiques? Eh bien, le réseau neuronal est un outil tout à fait utilisable, même si on a peu de données, puisqu'on avait uniquement 26 informations sur les phases d'entraînement pour la préparant à 26 compétitions. Donc, on peut utiliser ce modèle pour faire des interrelations non linéaires ainsi que des interrelations linéaires. Ça permet de simuler les réactions en termes de performance. Et il est bon d'avoir une approche synergétique quand on veut aborder ce type de... Donc, si vous avez des questions à poser en français, envoyez-moi par email parce que je ne parle pas français.